Prendre donc cet après-midi qui va être plus axé sur les problèmes de la fertilité en rapport avec tout ce qui est endocrino. Et donc, on a la chance de travailler avec une équipe de gynécologues médicaux sur place, et notamment avec le docteur Maître Mantelet, qui, euh, qui nous aide beaucoup dans toutes ces questions qui sont parfois difficiles. Et donc, elle va vous faire un premier cours sur l'aménorrhée hypothalamique et les troubles liés au stress. Et puis, elle vous fera aussi, juste après, tu fais des Des cas traitements cliniques? ouais. Ouais. Et des cas cliniques avec aussi la prise en charge sur le plan médical, donc accès fertilité lié à ces troubles. Donc, merci beaucoup, Lorraine, d'être là. Et c'est un plaisir de te recevoir. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Effectivement, donc on va rester ensemble un petit peu moins de 2 heures et on va aborder ce chapitre des désordres endocriniens qui donnent des aménorrhées, mais plutôt hypothalamo-hypophysaire. Je pense que c'est mercredi ou demain que vous aurez les cours sur l'insuffisance ovarienne et sur les troubles plutôt SOPK. Donc quelque part, c'est pas illogique de commencer par le système hypothalamo-hypophysaire parce que c'est quand même de là que tout part. Et on va donc l'idée, c'est d'essayer de revoir un peu ensemble des données de physiopathologie parce que c'est vrai que si on connaît bien la physiopathologie de l'axe gonadotrope, on peut ensuite raisonner et savoir effectivement d'où viennent les atteintes et puis surtout aussi d'apprendre à raisonner devant un bilan hormonal et devant ensuite un bilan hormonal en faveur d'un hypogonadisme hypogonadotrope parce que même si la plupart des circonstances sont liées effectivement aux éléments de la vie psychoaffective, au stress et au mode de vie avec des habitudes alimentaires qui sont parfois restrictives, il faut toujours quand même penser à éliminer une pathologie organique sous-jacente et ça pour le coup, même si vous voyez les patientes dans un cadre de désir de grossesse et d'infertilité, il faut vraiment vous assurer qu'il n'y a pas une pathologie hypophysaire sous-jacente qu'il faut absolument éliminer avant de initier un traitement d'induction de l'ovulation ou d'autres traitements en vue d'une grossesse. Donc, on va commencer effectivement par revoir un peu les différents, d'un point de vue moléculaire, les différents paramètres de la régulation de l'axe gonadotrophe. Et puis ensuite, on verra effectivement les enjeux de la prise en charge devant une aménorrhée qui a l'air d'être plutôt centrale. Et donc, on verra comment déjà on affirme que cette aménorrhée est d'origine centrale. Alors, ça peut être une aménorrhée ou une spanioménorrhée profonde. Hein. Ce n'est pas forcément une aménorrhée primaire. Hein. Vous verrez que ça peut être une aménorrhée secondaire ou une spanioménorrée qui confine à l'aménorrhée et qui a vraiment des tableaux extrêmement variés. Ce n'est pas forcément le syndrome de Kalman de Morsier avec un hypogonadisme hypogonadotrope d'emblée et une aménorrhée primaire et un impubérisme. Donc ensuite, une fois qu'on a dit que c'était central, il faut se poser la question de savoir si c'est congénital ou acquis. Si c'est acquis, est-ce que c'est plutôt organique ou bien est-ce que c'est effectivement une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle? Et dans ce contexte particulier, il faudra interroger la patiente sur toutes ses habitudes alimentaires, stress, etc. Et ensuite, quoi qu'il en soit, même si ici c'est un DU dans le cadre de la reproduction, il y en a certains d'entre vous qui sont sûrement gynécologues et qui peut-être suivent des patientes aussi indépendamment de la grossesse, hein, qui est une période un peu particulière de la vie de la femme, mais il faudra déterminer pourquoi on voit cette patiente en consultation. Est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas de règles? Est-ce qu'elle veut un bébé? Est-ce qu'il faut initier un traitement hormonal substitutif? Et ce, indépendamment du désir de grossesse. Et puis donc enfin, il faudra voir quel traitement on lui propose à court, moyen et long terme. Alors, pour commencer, je ne sais pas, je pense que vous le savez tous, hein, mais la GnRH, en fait, c'est une hormone hypothalamique qui est synthétisée donc par des neurones qui sont ce qu'on appelle à activité sécrétoire et qui sont donc essentiellement localisés au niveau de l'aire préoptique, l'hypothalamus antérieur et médiobasal. Et donc, cette sécrétion de GnRH va ensuite commander la sécrétion des gonadotrophines hypophysaires, donc FSH et LH, qui ensuite elles-mêmes vont être responsables de la sécrétion des stéroïdes sexuels ovariens. Et vous savez qu'ensuite, les variations cycliques vont entraîner effectivement des rétrocontrôles. Alors, la synthèse de GnRH, en fait, comment elle va se passer? Eh bien, on sait que les neurones à GnRH, ils vont migrer de la placode olfactive vers le noyau arqué que vous voyez ici. Et ensuite, les neurones à GnRH vont émettre des prolongements au niveau de l'éminence médiane, c'est-à-dire au niveau du système porte hypothalamo-hypophysaire. Donc, vous voyez, c'est fait là de capillaires fenestrés. Et ensuite, effectivement, il va y avoir des récepteurs au niveau de l'hypophyse qui donc vont faire que cette GnRH va pouvoir venir stimuler les cellules de l'hypophyse. Mais ce qu'il faut surtout ne pas oublier, c'est qu'au niveau de l'antéhypophyse, il n'y a pas seulement des sécrétions de gonadotrophines, il y a aussi d'autres hormones qui vont être sécrétées. Et ça, c'est important parce que dans certaines situations, il va falloir s'intéresser aux autres axes hypophysaires hormonaux.
afin de ne pas méconnaître essentiellement des insuffisances, hein, parce que si on a un gros processus, voyez, qui comprime toutes les cellules de l'antéhypophyse, on risque d'avoir des insuffisances antéhypophysaires. La plus embêtante étant bien sûr l'insuffisance corticotrope. Donc ça, il faudra toujours la dépister si on a un gros processus intracellaire, et également l'insuffisance thyréotrope. Et puis, deuxièmement, si vous faites une imagerie hypophysaire et que vous retrouvez un adénome, le seul moyen d'affirmer qu'il sécrète rien ou alors qu'il sécrète que de la prolactine, parce que la plupart du temps, c'est des adénomes à prolactine, mais vous savez que dans un certain nombre de cas, vous allez avoir des adénomes mixtes, et donc là, on ne recherchera pas des insuffisances, mais des co-sécrétions, et notamment, du coup, ça peut être une co-sécrétion d'IGF-1, c'est-à-dire, enfin de GH, mais qui va stimuler l'IGF-1, donc d'hormones de croissance, parce que les adénomes hypophysaires lactotropes et somatotropes, c'est pas si rare que ça. Donc, c'est vraiment important, ça, de connaître effectivement toutes ces sécrétions antéhypophysaires, sachant que elle, la post-hypophyse, elle est rarement concernée par ça, sauf s'il y a vraiment un gros processus. Et dans ces cas-là, ça peut donner un diabète insipide, mais il faut vraiment, c'est dans le cadre des craniopharyngiomes ou des grosses tumeurs volumineuses. C'est souvent pas dans un contexte de fertilité que vous allez découvrir ces tumeurs-là. Alors, on a cru pendant très longtemps qu'en fait, c'était simple et qu'effectivement, GnRH, FSH, LH et puis les stéroïdes ovariens. Aujourd'hui, grâce à des travaux de recherche assez pointus, eh bien, on sait que c'est finalement un peu différent et qu'au lieu d'un système linéaire, eh bien, c'est plutôt un système en réseau et qu'il y a vraiment un acteur fondamental qui a émergé ces dernières années, qui KISS. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu. Voilà, le KISS. Le KISS, vous voyez, là, en fait, eh bien, il est partout et c'est vraiment ce qu'on appelle le principal interrupteur de la sécrétion de GnRH, puisque vous voyez que là, l'estradiol, par exemple, va interagir au niveau des récepteurs ER-alpha, qui va être en contact avec le système d'inné KISS-peptide et NKB, et vous voyez qu'ensuite, il y a des récepteurs au KISS sur les neurones à GnRH. Vous voyez aussi qu'effectivement, la sécrétion de GnRH, elle va être dépendante de beaucoup de cofacteurs. Et ce sont des facteurs plutôt qui ne sont pas forcément que hormonaux, mais ça peut être aussi par exemple des neuromédiateurs, donc vous avez le glutamate, la noradrénaline, le GABA. Ça peut être la leptine qui, elle, vous savez, est sécrétée par les cellules du tissu adipeux, et quand on est donc et qui va être son taux circulant dans le sang va être proportionnel à la masse grasse, hein. Donc on peut bien imaginer qu'une patiente qui est très restrictive et qui a donc très peu de masse grasse, qui a une activité sportive très intense, qui a très peu d'apport par exemple en lipides, eh bien va avoir une leptine qui donc va être abaissée, et donc il ne va pas y avoir ensuite de stimulation du système. Donc on a dit les neuromédiateurs, la leptine, et puis bien sûr les stéroïdes ovariens qui, par des systèmes de rétrocontrôle, en fait vont finalement jouer les chefs d'orchestre de ce modèle en réseau, mais j'insiste bien, dans lequel KISS a un rôle prépondérant. Et donc, il faut connaître ce neuropeptide. Ces neurones à KISS-peptine, ils sécrètent également, c'est ce qu'on a vu sur la dia d'avant, de la neurokinine B et de la dynéine aussi. Et en fait, il faut vraiment une intégrité de tout le système, c'est-à-dire KISS, neurokinine et dynéine, pour le fonctionnement de l'axe gonadotrope normal à l'âge adulte. Donc ça, c'est important à connaître. La leptine, là, je vous ai mis effectivement une petite dia. Donc c'est ce qu'on appelle la fameuse hormone de satiété. Elle est corrélée à la masse grasse, et donc c'est vraiment un signal métabolique important qui est entre guillemets un petit peu le témoin ou le reflet de la réserve énergétique. La leptine, on en a besoin pour déclencher son axe gonadotrope à la puberté, et on sait qu'en revanche, s'il y a des mutations de la leptine ou de son récepteur, eh bien ça engendre un hypogonadisme hypogonadotrope, et dans certains modèles expérimentaux, si en revanche on traite par leptine recombinante, eh bien on induit une puberté et des cycles. Donc ça fait partie aussi des éléments importants. Alors, une fois effectivement qu'on a vu d'où venaient ces neurones à GnRH, comment leur sécrétion était finalement, eh bien, avait des interactions avec d'autres neuropeptines ou d'autres hormones, c'est important de comprendre que cette libération de la GnRH, elle est pulsatile, et que son fonctionnement est vraiment régi par cette pulsatilité. S'il n'y a pas de pulsatilité, il n'y a pas de fonctionnement de l'axe gonadotrope. Chez la femme, la fréquence de libération de la GnRH, vous savez, elle va se modifier au cours du cycle menstruel, sachant qu'elle est plutôt d'impulse toutes les 90 minutes en début de phase folliculaire, pour s'accélérer au moment du pic ovulatoire, où là, on va avoir plutôt 1 à 2 pulses par heure, et puis ensuite plutôt un pulse toutes les 4 heures en phase lutéale, et ça va être sous l'effet de la progestérone qui va ralentir en fait la fréquence des pulses. Et donc, c'est vraiment ces neurones à GnRH qui vont générer les pulsations, et finalement,
permettre de la sécrétion de façon concertée et de former ce réseau de pulsations de GNRH. Si à l'inverse, on a un défaut de sécrétion de GNRH, ou bien une altération de la pulsatilité, ou encore un défaut de son action, c'est-à-dire au niveau du récepteur, eh bien, on va avoir un déficit gonadotrope et donc être dans le cadre d'une aménorrhée d'origine hypothalamique. Alors, comment on va affirmer effectivement, parce que maintenant c'est ce qui va nous intéresser, on a une patiente en consultation, elle a pas ses règles. En général, elle arrive avec un bilan hormonal si ce n'est pas vous qui l'avez prescrit. Et il faut savoir effectivement comment raisonner. Soit c'est une origine centrale, qui dans ces cas-là est soit supra-hypothalamique ou bien hypothalamo-hypophysaire, soit c'est une origine ovarienne, soit c'est des anomalies du tractus reproducteur, mais encore une fois, dans le contexte de la fertilité, c'est des causes qui ont déjà été éliminées. Alors ça, je ne sais pas s'il faut le rappeler rapidement, mais si vous voyez, c'est parce que parfois, on voit à l'âge adulte arriver des patientes qui ne se sont absolument pas souciées d'avoir été en aménorrhée primaire, donc elles n'ont jamais eu leurs règles, et finalement, elles consultent parfois seulement au moment du désir de grossesse. C'est pas la situation la plus fréquente, mais ça peut arriver. Dans ces cas-là, effectivement, on raisonne toujours en impubérisme ou pas d'impubérisme. La plupart du temps, quand même, celles que vous allez voir, elles n'ont pas d'impubérisme, hein. Et donc, en fonction des causes, on va raisonner plutôt dans les situations d'aménorrhée secondaire, c'est-à-dire on interprète les gonadotrophines. Ça, je vous ai mis l'algorithme, mais finalement, l'aménorrhée primaire, ça ne va pas être la situation dans laquelle vous allez vous retrouver. Vous allez plutôt vous retrouver dans un contexte d'aménorrhée secondaire. Donc, on fait de base FSH, LH, prolactine, estradiol, les androgènes. Un test au progestatif, ça vous êtes tous familiarisés avec ça, un test à la dihydrogestérone ou à la progestérone? On donne 10 jours par mois en fait d'hormones, soit d'hydrogestérone, soit progestérone, et on regarde si la patiente a des saignements. Si la patiente ne saigne pas, et qu'elle a un utérus, bien sûr, ça témoigne du fait qu'elle a une imprégnation endogène d'œstradiol qui est insuffisante pour avoir permis de faire pousser un minimum l'endomètre, grosso modo moins de 50 picogrammes par ml, d'accord? Alors que si elle saigne, mais elle peut parfois saigner un cycle et puis par saigner un autre cycle, hein, le saignement à l'issue du test à la dihydrogestérone ou à la progestérone n'est pas forcément systématique parce que d'un cycle à l'autre, le taux d'estradiol peut être fluctuant, mais si elle saigne à l'issue du test, ça c'est un bon signe pour dire que quand même il y a une sécrétion d'estradiol endogène qui est suffisante pour avoir fait pousser un minimum l'endomètre. Donc, soit vous êtes dans une situation où la FSH est élevée, l'estradiol est bas, et c'est ce que vous verrez avec le professeur Christin Metz, c'est une situation d'insuffisance ovarienne. Ça, en général, vous savez raisonner assez facilement parce que, alors ça peut être des formes fluctuantes aussi, mais c'est pas ce qui vous pose le plus de difficultés. L'enjeu est alors à ce moment-là de faire un bilan étiologique pour ne pas passer à côté des causes génétiques d'IOP. Soit la FSH et la LH sont normales ou basses. L'estradiol est bas, la prolactine est normale ou basse, eh bien ça va être donc la plupart du temps un contexte d'insuffisance gonadotrope et il faudra systématiquement faire une IRM hypophysaire pour éliminer un processus organique. Et là, vous allez vous retrouver soit devant des tumeurs hypothalamo-hypophysaires ou bien, et c'est plus rare, des lésions infiltratives de la tige, hein, donc ça peut être les cas dans la sarcoïdose, l'histiocytose, etc. Soit c'est normal, et c'est vrai qu'à partir du moment où on a une IRM hypophysaire normale, on est rassuré. Et donc, on pourra à ce moment-là, c'est un diagnostic d'élimination, considérer que la patiente a donc une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, ce qu'on appelle aménorrhée de stress ou aménorrhée restrictive. Et puis, si la FSH, la LH et l'estradiol sont bas mais que la prolactine est élevée, on éliminera une origine médicamenteuse et là, l'IRM hypophysaire nous montrera soit un adénome à prolactine, ça fera l'objet d'un cours, soit ça peut être aussi, vous savez, on peut avoir une hyperprolactinémie de déconnexion, c'est-à-dire on a une tumeur hypophysaire qui en fait donne du coup une déconnexion et donc il y a une levée d'inhibition du tonus dopaminergique qui contrôle les sécrétions de prolactine et à ce moment-là, on a une hyperprolactinémie qui n'est pas sécrétée par la tumeur en elle-même, mais ce qu'on appelle une hyperprolactinémie de déconnexion. Et puis, on a la situation où FSH et estradiol sont normaux, les androgènes élevés, et là, on est dans la situation soit du syndrome des ovaires polykystiques, soit du bloc en 21 hydroxylase. Donc, je pense que c'était important. Et puis, si jamais on a des dosages normaux, ça peut être des causes mécaniques. Et ça, si la patiente a eu des synéchines, sténose cervicale, voilà. Donc, nous, on se situe dans ce cadre-là, la deuxième colonne quand on part vers la gauche. Vous pouvez le prendre comme ça. Ça, je pensais que c'était bien de vous le rappeler, surtout comme je suis la première intervenante sur les troubles du cycle. Comme ça vous permet d'avoir les idées bien claires et de vous dire comment je raisonne. Donc voilà, si vous avez. Mais je pense qu'on vous donnera les diapos. Enfin, c'est pas forcément la peine de prendre des photos. Enfin, faites comme vous voulez. Et donc, parmi les causes d'aménorrhée secondaire, vous voyez que les causes supra-hypothalamiques, ça représente quasiment un tiers. Donc, en fait, vous allez être dans un tiers des cas des patientes qui ont des aménorrhées confrontées à cette situation. Alors,
En théorie, je vous ai dit, c'est facile, mais en pratique, vous allez parfois être un peu gêné pour interpréter les bilans. Donc, on va voir un petit peu voilà, comment on les interprète et surtout ne pas hésiter à les répéter si après un cycle à la dihydrogestérone, il n'y a pas eu de saignement et puis après un deuxième cycle qui a eu un saignement, on pourra penser que les taux d'estradiol varient et donc c'est important si on ne comprend pas un bilan de le répéter. Ça, c'est vraiment un premier message. L'estradiol, en cas d'hypogonadisme hypogonadotrope, il peut être, alors vous allez me dire, oui, FSH, LH basse, estradiol bas, mais non, pas toujours. Donc l'estradiol, il peut être bas, mais il peut être aussi normal, notamment quand on a en fait une insuffisance gonadotrope partielle, ce qui finalement est la plupart des situations. La patiente est en spanioménorrhée profonde ou en aménorrhée, elle a encore un petit peu d'estradiol endogène, mais elle n'en a pas suffisamment pour déclencher spontanément un cycle et des règles. Donc si vous avez un estradiol aux alentours de 60 picogrammes par ml, ça n'élimine pas du tout un hypogonadisme hypogonadotrope. Et la LH et la FSH, elles peuvent être effectivement effondrées, mais elles peuvent être aussi normales ou normales basses. Et quand elles sont normales ou normales basses, en général, c'est la FSH qui est souvent un petit peu dissociée de la LH. C'est-à-dire vous allez avoir classiquement dans les hypopartiels une FSH entre 4 et 6, une LH plutôt à 1,5 et un estradiol aux alentours de 50-60. Donc ça, c'est des bilans d'hypogonadisme hypogonadotrope partiel. Et puis à l'extrême, vous allez avoir des patientes qui vont avoir une FSH à 0,1, une LH à 0,1 et un estradiol inférieur à 5 picogrammes par ml. Ça, c'est souvent les hypogonadismes hypogonadotropes congénitaux profonds chez des patientes qui donc n'ont même pas eu de mise en place de l'axe gonadotrope. Et le taux d'AMH, parce que vous allez souvent voir les patientes arriver dans un contexte de désir de grossesse et elles auront eu un dosage d'AMH. Et alors là, ce qu'il faut savoir, mais c'est des études qui ont été faites chez des patientes qui avaient des hypogonadotropes congénitaux, donc assez profonds. Hein. Ce n'est pas la patiente qui a un hypo partiel et qui a un bilan quasi normal. Mais dans cette étude qui avait été menée par l'équipe des endocrinos du Kremlin-Bicêtre en 2017, hein, publiée dans le JCEM, eh bien, vous voyez qu'ils avaient pris des patients de contrôle et des patientes qui avaient donc des hypo congénitaux. Et là, le taux d'AMH était statistiquement significativement plus bas dans le groupe hypogonadisme hypogonadotrope congénital que chez les contrôles. Et donc, vous voyez, 14 versus 32 picomoles. Hein, donc, si vous divisez par 8, 9, ça faisait effectivement des AMH qui étaient basses chez les patientes qui avaient des hypo. Et ce qui est rigolo, c'est que quand on les stimule, ces patientes, en fait, leur taux d'AMH augmente. Donc, en fait, une AMH basse chez une patiente qui n'a pas une FSH élevée, ça ne doit pas forcément vous inquiéter et donc il ne faut pas se dire oui, cette patiente, on ne va jamais pouvoir la stimuler, on passe directement en don d'ovocytes. Je caricature un peu, mais c'est des situations que nous, on rencontre fréquemment, donc je pense que du coup, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on interprète... Alors, le bilan, on a toujours une phase folliculaire et une phase lutéale. Oui. Donc l'idéal, c'est de le faire à J3, J5 en phase folliculaire après un test à la dihydrogestérone. Mais si vous ne pouvez pas, vous le faites n'importe quand. De toute façon, si elle ne saigne pas après la dihydrogestérone, c'est qu'a priori, le déficit en estradiol, il est profond et que donc vous n'allez pas être gêné. Parce que finalement, ce qui vous gêne quand vous le faites trop tard, c'est que l'estradiol a déjà commencé à grimper et que du coup, il peut, si vous voulez, avoir un rétrocontrôle sur la FSH. Donc en fait, c'est vrai que vous, dans les bilans de fertilité, pour le coup, vous les faites vraiment vers J2, J3 parce que ça va vous donner plusieurs infos. Déjà, si l'estradiol il est déjà à 80 ou 100 picogrammes par ml, ça veut dire que ça a déjà commencé à monter dans la phase presque avant les règles, en fait. Et du coup, votre FSH, elle va être faussement, entre guillemets, rassurante, alors qu'elle serait probablement plus élevée si le taux d'estradiol n'était pas aussi élevé déjà des J2, J3. Vous voyez, alors que nous, dans un contexte un hypo profond, vous en fichez, puisque de toute façon, l'estradiol, il va être bas. Dans les partiels, effectivement, c'est là où du coup, il faut faire un test à la progestérone. Et faire du coup votre bilan entre J3 et J5. Et si elle vient avec son bilan, si ce n'est pas nous qui avons prescrit le bilan, soit le bilan il est vraiment facile à interpréter, là vous ne le répétez pas, mais si vous le trouvez effectivement étrange et que vous n'arrivez pas bien à l'interpréter, il faut le refaire. Mais il faut comparer les résultats par rapport à la phase folliculaire, par rapport à la phase lutéale. Par rapport à la phase folliculaire plutôt. Parce qu'on n'a pas de repère là-dessus. On n'a pas de repère. Oui, donc surtout par rapport à la phase folliculaire. Oui. D'accord. Et si on fait l'écho et on voit un endomètre qui est fin, est-ce qu'il y a intérêt de faire un test à la progestérone? Après, on peut avoir des règles même avec un endomètre fin. Donc, alors c'est sûr qu'il fait 1 mm et qu'il est complètement atrophique, mais bon, dans ces cas-là, je doute que l'utérus est plutôt aussi hypotrophique, je doute que vous déclenchiez des règles avec de la dihydrogestérone. Mais si l'endomètre n'a pas beaucoup poussé, oui, ça vaut quand même la peine de le faire. On a des patientes qui ont un saignement après la dihydrogestérone, même avec un endomètre qui n'est pas très épais. Donc ça, oui, il faut le faire. D'accord. Merci.
Là? Ça? Non? Ah oui, pardon. C'est le rouge, vous voulez que je pointe? Ah oui, parce que sinon, il ne le voyait pas. Ah, pardon. Ok, ok. Ok, donc ça c'est clair ou... Mais c'est vrai que c'est des questions importantes, donc on fait toujours un bilan en début de cycle. Si la patiente est en aménorrhée et que le test, je dis d'hydrogestérone, c'est du faston, 2 comprimés 10 jours par mois, enfin 10 jours, et puis si c'est sinon, vous donnez de la progestérone 200 mg pendant 10 jours. Parfois, ça m'arrive quand je sens qu'il y a quand même une sécrétion endogène parce qu'elles ont un peu des mastodinies, que cliniquement, l'examen gynécologique montre des muqueuses un peu trophiques. Donc, on pense qu'il y a quand même une imprégnation œstrogénique et que ça ne saigne pas après la progestérone ou de l'hydrogestérone. Ça m'arrive de donner aussi parfois 10 jours d'acétate de chlormadinone, donc du luttéran. Vous n'allez pas déclencher un méningiome en 10 jours. Hein. Donc, du coup, voilà, ça arrive parfois dans ces situations-là où il faut un progestatif un petit peu plus fort et non de la progestérone pour déclencher les règles. D'accord, ça c'est une petite astuce, c'est hors reco, hors tout ce que vous voulez, mais ouais, c'est 2 comprimés de 10 mg. Si vous donnez 10, vous risquez d'être pas suffisamment. Oui. D'accord? Oui, on continue du coup? Alors deuxièmement, donc on a notre bilan hormonal et puis souvent, on a aussi une patiente qui va vous apporter les résultats d'une échographie pelvienne. Si tel n'est pas le cas, il faudra la lui prescrire. Et donc, déjà, on a un utérus présent, ça c'est la base, et les ovaires. Ce qui va effectivement être important, c'est leur taille et le nombre de follicules. Et toujours donc dans l'étude du Kremlin-Bicêtre, ils se sont intéressés ensuite à la taille des ovaires et au CFA en comparant donc les patients de contrôle et celles qui avaient un hypogonadisme hypogonadotrope. Et en ce qui concernait le volume moyen ovarien, eh bien, vous voyez qu'il était statistiquement significativement plus bas dans le groupe hypogonadisme hypogonadotrope que chez les contrôles. Et en ce qui concernait donc le nombre moyen de follicules par ovaire, eh bien, c'est le rond rouge, vous voyez, 3,6 versus 12, donc c'est quand même pas négligeable, une vraie différence. Donc, si on a une patiente, le message, c'est que si on a une patiente qui a un profil d'hypogonadisme hypogonadotrope avec une AMH pas folichonne et un CFA pas folichon, il ne faut pas penser qu'elle a forcément une anomalie de la réserve ovarienne. Et d'ailleurs, si elle avait une anomalie de la réserve ovarienne, elle aurait plutôt une FSH plus élevée. Les seules situations où c'est compliqué, c'est quand c'est mixte, une patiente qui a une cause centrale et une cause périphérique, mais franchement, c'est rare. Et dans ces cas-là, de toute façon, la plupart du temps, comme on ne comprend pas bien le bilan, on adresse aux endocrinos, voilà. Mais sinon, globalement, ça peut être des patientes qui ont une AMH qui est dans des taux qui n'est pas effectivement spontanément très élevés et des petits ovaires avec peu de follicules. Et pareil, quand on va stimuler ces patientes, vous allez voir qu'elles vont avoir plein de follicules in fine. Ça, c'est dans les hypo-hypo très profonds. Chez nos patientes qui ont des hypo-hypo fonctionnels qui peuvent être partiels, on a souvent une AMH normale et un compte des follicules qui est rassurant. C'est des notions que vous aviez, ça ou non? Non? Bon, non, mais c'est pour ça que c'est important, je pense, de les enseigner. Alors, du coup, finalement, nous, on va se trouver dans la situation suivante, c'est-à-dire, je pense que vous allez en entendre parler de cette classification OMS des troubles de l'ovulation. On va pas tellement avoir d'ambiguïté avec le groupe 2B et encore moins avec le groupe 3, mais on est soit dans la situation où on a effectivement une origine centrale évidente avec tout qui est plus ou moins bas ou normal bas, avec une déficience donc hypothalamo-hypophysaire, ou bien le groupe 2A qu'on appelle idiopathique. Alors c'est lui qui souvent nous pose le plus de problèmes. C'est des patientes qui passent en fait un peu tout le temps parce qu'elles ont des fluctuations hormonales de la case 1 finalement. Et elles récupèrent, si vous voulez, des cycles, mais souvent en spanioménorrhée, ce qu'on appelle un peu sur un mode dystrophique. Donc elles vont avoir plein de follicules dans leurs ovaires, sans qu'on puisse dire qu'elles ont un syndrome des ovaires polykystiques. Elles vont avoir ce qu'on appelle des ovaires multifolliculaires, mais de taille normale, et finalement pas une vraie ovulation, parce qu'elles auront du mal à avoir vraiment un pic de LH. On aura des cas cliniques pour voir ces différentes situations. Donc, normalement, là, vous avez interprété votre bilan hormonal et votre échographie pelvienne, et dans 98% des cas, vous avez mis votre patiente dans la bonne case, c'est-à-dire elle a un hypo-hypo. Maintenant, quelle est la cause de cet hypogonadisme hypogonadotrope ? Donc, comme je vous le disais, il faut éliminer des causes congénitales. Et pour le coup, ce n'est pas forcément les pédiatres ou bien à l'adolescence que ça va être dépisté parce que dans les hypocongénitaux, on sait qu'on a des formes variables. On sait qu'on a aussi parfois des formes réversibles. On sait qu'on peut avoir été imprégné à un moment d'hormones et que ça s'est arrêté. C'est-à-dire, on a des patientes même qui ont des Kallmann et qui ont quand même eu un développement, une croissance mammaire parce qu'il y a eu à un moment un peu de sécrétion et puis ensuite ça s'est arrêté. C'est pareil pour les IOP. On a des patientes qui ont des
des aménorrhées à un pubérisme totaux, mais on en a aussi qui ont développé des caractères sexuels secondaires sous l'influence finalement d'hormones. Donc les causes génétiques ou constitutionnelles, elles sont rares, hein. C'est 1 à 10 000 à 1 sur 4 000. Comme je vous le disais, elles sont sous-diagnostiquées. Donc pour les diagnostiquer, il faut y penser. Et ensuite, une fois qu'on a y pensé, il faut les envoyer dans les centres de référence parce que ce n'est pas des examens qu'on fait au laboratoire. On ne dit pas, tiens, je recherche un Kalman, allez au labo du coin de la rue pour aller prélever les gènes, hein. Non, c'est pas, enfin, les recherches génétiques, c'est pas comme ça que ça se passe. On fait toujours ça quand on a une suspicion de cause constitutionnelle, un arbre généalogique. Ça prend pas beaucoup de temps, mais c'est important de savoir si les sœurs, s'il y a eu dans la famille, effectivement, des aménorrhées, des impubérismes, des difficultés à faire des bébés. Je vous disais qu'il y a des formes réversibles et que le diagnostic, il est génétique et qui se fait donc par une puce qui va tester de nombreux gènes. Donc en fait, on classe habituellement ces hypogonadismes hypogonadotropes constitutionnels en sans anosmie, ce qui va nous orienter donc vers des causes qui sont autres que le Kalman. Donc vous voyez, ça peut être des mutations du GNRH, du récepteur du GNRH, de KIS, enfin toutes les molécules dont je vous ai parlé initialement, de TAC, de la leptine, de ProKR2 ou de FGF8. Et puis, quand il y a une anosmie, ça orientera effectivement vers un syndrome de Kalman, où là, on a un certain nombre de gènes soit liés à l'X, soit autosomiques dominants ou récessifs qui ont été identifiés. Et puis, il y a des causes syndromiques, mais ça, c'est pas vous qui ferez les diagnostics, parce que ça, pour le coup, les patientes auront été dépistées plus tôt dans leur vie, souvent en pédiatrie, le Prader-Willi, le Charge, etc. Donc là, c'est une revue non exhaustive, hein, parce qu'en 2023, on a encore plus de gènes qui ont été décrits. Mais voilà, vous voyez un petit peu le panel de gènes qui peuvent être responsables donc des hypogonadismes, hypogonadotropes congénitaux. Mais c'est surtout cette dia-là que je veux que vous regardiez pour vraiment bien retenir que c'est un large spectre de présentation clinique et que on peut vraiment donc avoir ce fameux tableau complet donc des patientes qui auront une aménorrhée primaire et un impubérisme total à des patientes qui auront juste une spanioménorrhée et une puberté quasi complète. Et donc, c'est ces patientes-là que vous allez voir en consultation. Donc, il n'y a pas de corrélation entre le génotype et le phénotype. C'est vraiment important ça de le savoir. Le Kalman, très rapidement, c'est dû à un défaut du développement des bulbes olfactifs et donc du coup, on n'a pas cette fameuse migration des neurones à GNRH, donc de la placote olfactive vers la lame criblée de leptoïde. C'est seulement restreint à l'axe gonadotrope, il n'y a pas de déficit corticotrope, somatotrope ou thyréotrope et donc on retrouve une mutation dans moins d'un tiers des cas. Je vous disais 3 modes de transmission et donc c'est un syndrome qui est cliniquement et génétiquement très hétérogène. Et donc, vous savez qu'il y a d'autres signes qu'il faut rechercher, toutes les anomalies de la ligne médiane, donc la fente palatine, le palais ogival, les agénésies dentaires, c'est des patientes qui peuvent avoir une scoliose, des pieds creux, et puis les fameuses syncinésies d'imitation ou en miroir. Mais en général, effectivement, c'est pas non plus forcément ces patientes-là que vous allez voir en consultation, mais ça nous arrive tout de même de trouver des Kalman sans tous ces signes-là, nous, dans nos bilans d'hypo-hypo chez des patientes qui avaient des désirs de grossesse. Donc, les causes génétiques, c'est soit le contexte vraiment clinique, c'est-à-dire elles ont ça depuis très longtemps, elles ont une anosmie, etc. Et là, vous les adressez dans les services endocrinos, soit sinon, on y pense quand on a éliminé une infection organique. Alors, parmi les causes organiques, il faut bien sûr éliminer toutes les tumeurs du système nerveux central qui sont donc parmi les plus fréquentes l'adénome hypophysaire à prolactine ou AGH ou bien à ACTH. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier la maladie de Cushing, hein, qui certes, si elle est rare et grave et qui ne se présente pas toujours par le tableau typique, l'obésité facio-tronculaire, les vergetures pourpres, hein. Ça peut être seulement des patientes qui ont des troubles des cycles et puis on leur prend l'attention en consultation, elles ont une hypertension élevée, un hirsutisme. Franchement, c'est pas toujours le tableau franc explosif comme celui qu'on apprend dans les bouquins quand on passe les ECN. Donc sinon, il faut aussi penser aux tumeurs qui sont plus embêtantes, mais ça c'est l'IRM qui permettra de faire le diagnostic. Si le radiologue vous dit ça n'a pas trop une tête d'adénome, c'est un peu hétérogène, il y a des petites calcifs, etc., pensez au crânio-pharyngio, même si c'est plus souvent chez l'adolescente, mais voilà, il faut dans ces cas-là faire relire vos imageries. Les causes traumatiques. On peut avoir une patiente qui a eu un accident de la voie publique et qui a une section de la tige en fait. Elle va avoir du coup une aménorrhée, c'est rare mais ça peut arriver. Des causes infectieuses, des causes infiltratives, des causes auto-immunes, des hypophysites. Alors ça, on a ça parfois pendant la grossesse et le postpartum. On peut aussi avoir des hypophysites auto-immunes spontanées. Ça, c'est souvent régressif. On traite par cortico, on substitue. C'est rare aussi. Et puis la fameuse nécrose du postpartum liée au syndrome de Sheehan, qui peut également se manifester dans des formes très hétérogènes.
avec une nécrose qui n'est pas totale et donc des patientes qui peuvent garder des petites sécrétions. Donc voilà, vraiment l'hypophyse, c'est pas forcément tout ou rien et parfois c'est effectivement fluctuant ou plus complexe. Et puis, si la patiente vous dit j'ai effectivement eu une tumeur cérébrale dans l'enfant, j'ai été irradiée ou j'ai eu de la chirurgie, là on a un contexte clinique évocateur. Tout ça pour vous dire qu'il faut réaliser une IRM hypophysaire systématique, plus ou moins centrée sur les bulbes olfactives si la patiente décrit une anosmie, pour pouvoir éliminer effectivement ces tumeurs. Et puis, il faut au minimum réaliser un dosage des autres bases hormonales anti-hypophysaires. Donc, vous faites au moins un dosage de prolactine, de TSH, d'IGF-1, d'ACTH et de cortisol. Si vous avez fait ça, après, si vous pensez qu'il y a effectivement un hypercorticisme, vous faites éventuellement un freinage minute. Si vous pensez, mais je pense que si vous n'êtes pas du tout la fibre très endocrino, dans ces cas-là, vous adressez au spécialiste. C'est vraiment, vous aurez déjà bien mis la patiente dans la bonne case, vous l'aurez adressé. L'endocrino s'occupera de effectivement bien pointer la cause et puis ensuite vous pourrez revoir la patiente pour la stimuler dans le contexte du désir de grossesse. Là, c'était une revue de la littérature qui vous remontrait effectivement toutes les causes et en disant bien que l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, c'était le diagnostic d'élimination. Alors ici, vous voyez, il faut quand même savoir, je pense, un tout petit peu interpréter une IRM hypophysaire parce que parfois, vous allez avoir une patiente qui va vous apporter le résultat et puis, moi, on m'a déjà dit IRM hypophysaire normale, la patiente avait un énorme adénome. Donc, je pense que relire vos imageries et savoir un petit peu, vous allez en voir d'autres, des images d'hypophyse, je crois, sur le cours avec Nathalie Chabert-Buffet. En gros, voilà, l'hypophyse, elle est ici. Là, c'est la tige, là, c'est le chiasma, là, ce sont les fameux sinus caverneux. Et donc là, effectivement, donc là, c'est un T1 avec gado. Donc T1, c'est facile, le liquide céphalorachidien est noir. Et il y a eu une injection de gadolinium, c'est-à-dire que l'hypophyse, en fait, elle est en blanc, elle est rehaussée. D'accord? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un défaut de rehaussement ici, là, juste quasiment en latéraux paramédian droit. Et donc ça, c'était un microadénome à prolactine typique. Et puis là, à l'inverse, vous voyez, on a, oui, il faut que je pointe avec ça, pardon. À l'inverse, on a cette espèce d'énorme processus intracellaire qui refoule complètement le chiasma, qu'on ne voit même plus, et puis qui a envahi les sinus caverneux. Ça, c'est un macroadénome. Ça, vous êtes familiarisé avec les imageries hypophysaires ou c'est bon? C'était pour vous donner des exemples typiques. Sinon, il faut travailler avec un bon correspondant radiologue pour être sûr qu'il ne passe pas à côté. Le craniopharyngiome en 2 mots, c'est juste parce que même si c'est plus souvent chez l'enfant, il y a quand même des rares formes adultes. C'est en général moins agressif chez l'adulte. Mais pour le coup, c'est des tumeurs qui sont plus hétérogènes et qui souvent ont des petites calcifications, sont parfois mal limitées. Ça n'a pas la tête d'un adénome hypophysaire typique. Voilà. Alors, on a estimé que c'était pas organique, puisque finalement, la plupart du temps, on a une IRM hypophysaire normale, on n'a pas d'argument pour une cause génétique. Et bien, du coup, à ce moment-là, on peut se poser la question de savoir si c'est d'origine hypothalamique. Alors, est-ce qu'on fait le fameux test à la GNRH, c'est-à-dire est-ce qu'on injecte du GNRH à la patiente et qu'on regarde à T0, T30, T60, T90 pour voir comment ces gonadotrophines vont répondre? Vous le faites en pratique? Je sais qu'il y a certains centres qui le font. En pratique, il ne faut pas le faire. En fait, ça ne va pas vous guider sur l'étiologie ni sur la conduite à tenir. En fait, elle ne va pas permettre de différencier les causes supra-hypophysaires des causes hypophysaires parce que si on a un déficit très profond, si on a une patiente, par exemple, qui a un déficit, un hypogonadisme hypogonadotrope très profond, vous aurez beau lui faire une injection de GNRH, les cellules anti-hypophysaires gonadotropes, elles sont complètement au repos, donc ça ne suffira pas pour pouvoir stimuler l'hypophyse. Donc ça ne sert à rien. Et à l'inverse, dans certaines pathologies hypophysaires, par exemple, si on a une inactivation partielle du récepteur à la GNRH, eh bien, on peut avoir une réponse, alors qu'en fait, finalement, l'origine n'est pas hypophysaire stricte. Donc, le test à la GNRH ne sert à rien et il ne faut pas le réaliser donc en routine. Ce qu'il va falloir finalement faire, c'est interroger notre patiente. Alors en général, moi quand je les vois arriver en consultation, on n'a pas besoin de poser non plus 50 000 questions, on arrive assez facilement on les repère, ces patientes, elles sont souvent très stressées, elles arrivent avec une liste de questions, elles sont souvent un BMI, alors elles n'ont pas forcément un BMI à 16, mais elles sont très sportives, elles sont musclées, elles sont stressées. Bon, donc on arrive assez quand même rapidement à resituer la patiente dans son contexte clinique, mais il faut tout de même poser des questions, et je pense vraiment des questions avec bienveillance, parce que je crois que
qu'il y a certaines patientes qui vous racontent, surtout dans des contextes de surpoids ou d'obésité, que les médecins parfois sont un peu policiers et un peu pas très sympas quand ils posent des questions sur le régime. Il faut absolument pas, faut pas les faire culpabiliser. Ça va être encore plus difficile chez les patientes qui ont un contexte restrictif parce que souvent elles vont le cacher, elles vont pas avoir envie de le dire, elles sont un peu dans le déni et elles se culpabilisent aussi. Donc vraiment, il faut faire cet interrogatoire de manière bienveillante, vraiment montrer à la patiente qu'on est son allié et pas commencer à la faire culpabiliser en disant oui, il faut manger plus. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et puis, on va l'interroger aussi sur le contexte général. C'est parfois des patientes qui sont très stressées dans leur boulot, qui ont un contexte social un peu compliqué. Donc, il faut vraiment essayer de resituer la patiente dans son cadre personnel. Comment finalement ces patientes ont une aménorrhée hypothalamique? Eh bien, c'est parce que l'hypothalamus ne va pas arriver à libérer en fait avec une fréquence et une amplitude de pulsatilité normale ce GnRH, et donc ce trouble de la pulsatilité va donner ensuite un trouble de pulsatilité de l'ALH et donc un trouble de l'ovulation. Et donc on sait qu'il y a à la fois des phénomènes adrénergiques, l'hypercorticisme lié au stress, l'excès de sport et puis les interactions avec le KISS qui vont contribuer donc à faire que ces patientes n'ont pas leurs règles. Mais ce qui est un petit peu surprenant, c'est que on pense aussi, il y a des publications, ça c'était une publication du New England, donc c'est quand même pas un journal qui n'a pas vérifié la solidité et la robustesse des études, eh bien, il y a possiblement une base génétique au fait d'avoir une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Et c'est vrai, et nous on le constate en consultation, que à alimentation, habitudes alimentaires, habitudes sportives et poids égal, eh bien, on a des patientes qui, avec un BMI à 18 et finalement en n'étant pas si réstrictif que ça, ne vont pas avoir leurs règles. Et à l'inverse, moi j'ai une patiente avec un BMI à 15 et qui est vraiment très très restrictif, qui a ses règles tous les mois avec du Dufaston. Donc probablement aussi qu'il y a une variabilité inter-individuelle qui est conditionnée par une base génétique. Et ça, c'était les résultats de cette étude du New England qui montraient donc qu'effectivement, il y a probablement chez certaines patientes prédisposées une diminution du seuil de sensibilité au stress et donc une inhibition de l'axe gonadotrope qui va être plus favorisée chez ces patientes. Donc le contexte, comment finalement ces patientes vont se retrouver en aménorrhée, soit elles ont perdu du poids, donc moi je les interroge quand même toujours sur les variations pondérales, mais parfois elles ont perdu du poids il y a 2 ans et en fait elles n'ont pas vraiment repris ou elles ont repris 1 ou 2 kilos et ça suffira pas à faire redébuter si vous voulez à remettre le coût de générateur suffisant pour faire que ça reparte. On dit qu'il faut reprendre entre 5 à 10% du poids initial et en plus que même si la patiente reprend du poids, eh bien, l'axe gonadotrope ne va pas repartir forcément instantanément, qu'il faut entre 6 mois et 1 an. Donc, chez ces patientes-là, finalement, quand elles ont un désir de grossesse assez rapide et que tout le reste du bilan est normal et que, voilà, on voit qu'elles ne sont pas en danger en vue de leur grossesse, autant quand vous avez une patiente, je reprends toujours le parallélisme, avec une obésité et que vous pensez que c'est pas raisonnable de la stimuler, parfois on est un peu pressé avec la réserve ovarienne, on leur demande d'essayer de perdre du poids un peu rapidement, mais là souvent voilà, on leur demande de perdre 5 ou 10 kilos, en général elles y arrivent, mais là si on doit attendre la reprise des cycles spontanés, même si c'est réversible avec la reprise de poids, c'est un peu dur, donc on va leur proposer une aide souvent avant qu'elles aient repris un poids entre guillemets de forme. Et puis, ça peut être aussi parfois des patientes qui ont un BMI sensiblement normal, mais qui ont une activité très intense. La jeune femme qui se lève tous les matins pour aller nager 1 heure et qui ensuite mange juste un bol de céréales avec un café sans sucre, elle a quand même des possibilités de se retrouver en aménorrhée hypothalamique, ou bien le stress. Et alors, les 3 cumulés vont faire que effectivement, les patientes vont être plus à risque de se retrouver dans cette situation. Mais il faut bien aussi leur dire que ce sont des situations réversibles et que si on les aide en augmentant les apports énergétiques, parfois on leur dit pas d'arrêter de faire du sport, c'est pas ça, mais en modulant ou en leur disant d'essayer de diminuer un peu, et puis parfois en leur proposant une prise en charge psychologique, ça peut les accompagner et les aider, même si encore une fois que vous avez éliminé les causes organiques, je crois qu'il faut pas attendre qu'elles aient repris, sauf si vous pensez que je parle pas des grandes anorexiques qui ont des risques de déshydratation avec des vomissements itératifs, etc. Mais je parle des patientes qu'on voit en consultation tous les jours stressées et dans le contrôle, quoi. Les signes d'insuffisance franche des apports énergétiques.
Ils disent que chez l'adulte, c'est un BMI en dessous de 18,5, donc on va avoir quand même un certain nombre de patientes qui vont avoir des signes d'insuffisance. C'est bien sûr les troubles du cycle. Et puis, si vous regardez un peu leurs mains, et voilà, elles ont une acrocyanose, donc elles ont des extrémités un petit peu violacées et froides. Si vous prenez une tension, elles ont souvent une hypotension. Je ne parle pas encore une fois des troubles sévères du comportement alimentaire, où là, vous allez, c'est pas à vous de les prendre en charge, mais ça relève souvent d'une aide avec une prise en charge psychologique ou psychiatrique. Mais la plupart du temps, c'est un tableau frustre avec un BMI normal ou normal bas, une masse grasse qui est en fait inférieure aux patientes qui n'ont pas d'hypogonadisme, une activité sportive qui est souvent supérieure. Et en fait, elles sélectionnent leurs aliments et elles mangent moins de graisse et plus de fibres. Et puis, globalement, elles ont plutôt des apports caloriques entre 1002 et 1006 kilocalories par jour, ce qui n'est pas suffisant. Et elles disent aussi, elles l'avouent, qu'elles ont un désir de minceur et qu'elles n'ont pas du tout envie de grossir. Donc ça, c'était les études sur les apports alimentaires. Alors, je vous dis, voilà, on peut leur proposer un contrat de poids. En pratique, leur dire, on veut que vous retrouviez un IMC, parce que les recommandations pour les aider, c'est qu'il faut avoir un IMC supérieur à 18,5. En pratique, on ne le fait pas, parce qu'on sait très bien qu'une patiente qui a un BMI à 17, on ne va pas attendre qu'elle retrouve un BMI à 18,5 pour la stimuler. En revanche, ce qu'il faudra, c'est les sensibiliser au fait qu'elles ont souvent des carences vitaminiques, notamment en vitamine D, et ça, c'est important pour leur os. Leur proposer, si on estime quand même qu'il y a besoin de voir une diététicienne ou une nutritionniste, une consultation. Et comme je vous le disais, il y a peu de données finalement sur le poids idéal. C'est pour ça que faire un contrat de poids, vous pouvez toujours. Mais en fait, il y a des patients qui vont vous dire, mais moi j'ai repris 2-3 kilos et mes règles ne reviennent pas. Bah oui, donc du coup, il ne faut pas les acculer ou les faire culpabiliser. Il y a aussi des patientes chez qui la thérapie cognitive et comportementale, il y a des études marchent, il y a des patientes qui font de l'hypnose. Moi, je pense que tout ce qui fait du bien aux femmes, même s'il n'y a pas d'argument franc ou d'évidence médecine, il ne faut pas dire que ça ne sert à rien. Si elles, ça les aide, il faut ouvrir la porte. Et puis, il faut aussi penser que toutes ces patientes-là, qui sont en situation d'hypoœstrogénie au long cours, elles peuvent avoir des troubles de l'humeur, des troubles aussi au niveau de leur sexualité, parce qu'elles ont une baisse de la libido et elles ont aussi une hypotrophie vaginale. Donc, ça ne va pas les aider effectivement pour avoir une vie sexuelle active. Et puis, en ce qui concerne donc le désir de grossesse et la fertilité, si elles ont une anovulation, effectivement, les chances de grossesse sont très limitées. Donc, prise en charge globale et restauration des cycles. Alors, si elles ont un désir de grossesse, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur proposer? Eh bien, ça fera l'objet en fait du cours d'après avec tous les cas cliniques qu'on va faire. Donc là, on va plutôt voir les conséquences de la carence œstrogénique à court et long terme. Et puis ensuite, on fera effectivement tous les cas cliniques dans les situations de grossesse. Donc à court terme, ce qu'elles souhaitent la plupart du temps, c'est restaurer leur cycle et avoir une grossesse. Donc vous ferez le bilan effectivement d'infertilité globale du couple, mais ça vous le savez. Et puis en fonction effectivement de la profondeur du déficit gonadotrope, vous pourrez proposer différents traitements. Et là, on verra quelles sont vos habitudes, quels sont les produits aussi disponibles, parce que je sais qu'il n'y a pas que des étudiants inscrits au DU qui ont accès forcément à tous les traitements, parce qu'il y a certains traitements qui sont plutôt accessibles que dans certains pays, notamment la France. Donc ça, on verra ça ensemble tout à l'heure. Il faut aussi s'intéresser chez ces patientes au risque de la carence œstrogénique au long cours, et notamment au risque d'ostéoporose et de déminéralisation osseuse. Donc, ces patientes, en fait, si elles ont une aménorrhée en plus une aménorrhée primaire ou bien une aménorrhée qui s'est installée assez rapidement après la puberté, c'est au moment où il y a l'acquisition du pic de masse osseuse, entre 15 et 25 ans. Et donc, on sait que c'est vraiment le moment le plus crucial qui va probablement déterminer aussi finalement le capital osseux de ces patientes. Alors, même si aussi on est toutes soumises à des variabilités interindividuelles qui sont d'origine génétique, c'est-à-dire que on peut avoir une masse osseuse basse alors qu'on a des apports alimentaires et des cycles et une imprégnation hormonale suffisante. Mais en tout cas, chez ces patientes qui clairement ont été en hypoœstrogénie au moment de l'acquisition du pic de masse osseuse, il y a un risque d'ostéoporose et ensuite de fracture qui sera plus important. Donc ça, c'est vraiment à garder en tête. Et puis, chez patientes qui ont un hypogonadisme hypogonadotrope, elles sont plus à risque de certaines complications obstétricales, retard de croissance, prématurité, césarienne, quelques cas décrits de mort fétale. Et elles sont également plus à risque cardiovasculaire. Ça fera l'objet. Alors, Geneviève Plubureau, qui va venir vous faire le cours sur les IOP à 16h, va vous parler des enjeux du traitement hormonal substitutif. Alors, pour les patientes qui ont des hypogonadismes hypogonadotropes, c'est pareil. On sait que la carence en hormones
va pouvoir avoir augmenté en fait le risque de mortalité globale et le risque de mortalité cardiovasculaire. Jusqu'à 50 ans, nos hormones endogènes, nous les femmes, nous protègent d'un certain nombre de risques et notamment du risque d'infarctus et d'AVC. Donc ça, c'est aussi important et donc il faudra proposer un bilan métabolique et vasculaire chez des patientes qui restent en aménorrhée avant de leur proposer un traitement hormonal substitutif. Donc l'os, vous savez que l'hypoœstrogénie prolongée donne une ostéopénie puis une ostéoporose et parfois donc un risque de fracture majorée. C'est rare que les patientes fassent des fractures à ces âges-là, hein. Souvent, en fait, c'est des complications qui vont être plus tardives, mais on a quand même certaines patientes qui vont faire des fractures de fatigue alors qu'elles sont jeunes. Et dans ces cas-là, il faudra systématiquement, bien sûr, faire une ostéodensitométrie et les interroger sur leurs habitudes alimentaires. Il faut, donc je vous le disais, substituer ces patientes en dehors d'un désir de grossesse, faire en sorte qu'elles aient des apports calciques suffisants. Des apports calciques suffisants, c'est entre 800 mg et 1,2 g de calcium par jour. Je pense que c'est pas facile d'avoir ces apports-là par l'alimentation, surtout quand on a des troubles du comportement alimentaire. Manger 4 yaourts ou du fromage, ou voilà, on n'y arrive pas. Dans ces cas-là, on leur dit de boire des eaux riches en calcium, Contrex, Contrexeville, Épar. Elles sont pas très bonnes au goût, mais visiblement, au bout d'un moment, elles s'y habituent. Donc ça, c'est important. Dans le poisson, dans les amandes, vous avez des listes, hein, vous pouvez regarder sur le site du GRIO, GRIO, où vous pouvez évaluer les apports calciques de vos patientes et ensuite leur donner des fiches de recommandation. Et puis, vous allez faire un dosage de 25 OHD chez ces patientes-là et vous allez voir que la plupart du temps, déjà chez les patientes, tout venant, le taux est bas, sauf quand on expose ses avant-bras au soleil une demi-heure par jour, ce qui n'est pas possible. Mais sinon, donc les carences ou les insuffisances en vitamine D, il faut les traiter et donc ça, vous pourrez assez facilement substituer ces patientes et puis leur dire effectivement d'essayer de rééquilibrer la balance énergétique. Et on sait qu'il faut réaliser, ça c'est une information importante, une ostéodensitométrie après 6 mois d'aménorrhée. C'est les recommandations de la Société d'endocrinologie américaine qui ont été publiées dans le JCEM en 2017. Donc si vous avez une patiente qui a une aménorrhée secondaire depuis plus de 6 mois, eh bien vous allez lui proposer systématiquement une ostéodensitométrie. Ça c'est important pour faire le point. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Qu'il faut les substituer. Bon, donc ça, c'est Geneviève qui vous en parlera tout à l'heure. Et que d'un point de vue du risque vasculaire, eh bien, on sait que chez ces patientes qui sont donc en aménorrhée profonde, eh bien, il y a plus de troubles du métabolisme lipidique et aussi d'un point de vue du risque vasculaire, une augmentation en fait de la paroi des vaisseaux avec des modifications des fonctions endothéliales et des résistances vasculaires. Donc, elles sont plus à risque de pathologies coronarienne ou de pathologie artérielle vasculaire. Alors concrètement, si cette patiente a une spanioménorrhée et que vous avez l'impression qu'elle est imprégnée en estradiol, vous allez lui donner, donc on l'a dit au début du cours, 10 jours de Dufaston ou de progestérone naturelle. Et en dehors d'un désir de grossesse, si elle n'a pas besoin de contraception, vous allez pouvoir la laisser comme ça. Il faut la cycler, cette patiente, parce que vous savez que si on ne cycle pas nos patientes, l'endomètre, il est dysfonctionnel, il a tendance à proliférer, et donc ça, ce n'est pas une bonne chose. Si la patiente est en aménorrhée, et ce malgré le test au progestatif, là, il faudra lui proposer donc un traitement hormonal qui associera de l'estradiol et de la progestérone. Et ça, il faudra le poursuivre jusqu'à l'âge physiologique de la ménopause, c'est-à-dire à peu près jusqu'à ses 50 ans. Donc pour conclure la première séance de cours, et on pourra poser des questions avant de faire les cas cliniques. Donc, on a une patiente qui a une aménorrhée. Il faut savoir si cette aménorrhée est bien secondaire, plus ou moins sans un pubérisme. Il faut déterminer l'origine haute. Donc, je vous rappelle le profil hormonal d'hypo-hypo, c'est FSH-LH normale ou basse, un estradiol qui peut être normal ou bas, une AMH qui peut être abaissée et un des ovaires qui peuvent ne pas être très gros avec peu de follicules, sachant que tout ça, si on stimule les patientes, va être amplifié. Il faut effectivement déterminer si l'origine est fonctionnelle, mais ça reste le diagnostic d'élimination ou non organique, et bien situer notre patiente dans est-ce que c'est bien des troubles suprahypothalamiques, c'est-à-dire liés avec effectivement des troubles de l'alimentation, le stress, etc. Mais il faut au minimum explorer les autres axes hypophysaires et faire une IRM hypophysaire. La recherche génétique ou les maladies, encore une fois auto-immunes ou chroniques, je crois que ce n'est pas du domaine de première intention, c'est à réserver aux spécialistes si vous ne vous en sortez pas.
Et il faut bien expliquer aux patientes que ce sont des causes réversibles et que si on les aide à reprendre du poids et à changer un peu leur habitude de vie, elles vont récupérer des cycles. Donc parfois aussi, on a des patientes, bon, on les aide, elles font leur bébé et puis après, en postpartum, en fait, elles retrouvent des cycles. C'est pas forcément des aménorrhées qui vont persister après la grossesse. Et puis donc toute l'importance de prévenir les risques à long terme, essentiellement osseux et cardiovasculaires, par l'administration d'un traitement hormonal substitutif au long cours, en dehors du désir de grossesse. Et donc, je vous ai mis ici la référence de ces fameuses recos américaines, où vous avez vraiment tout, vous allez trouver toutes les infos sur le management en fait des patientes qui ont une aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. OK? Donc ça, c'était la première partie un peu globale, mais je pense qu'on ne peut pas commencer à parler d'induction de l'ovulation chez ces patientes-là si on n'a pas su les repérer, les bilanter et puis surtout éliminer 2-3 petites choses qui sont indispensables avant de commencer à stimuler. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, dans l'hypogonadisme hypogonadotrope, on pourrait avoir dans le bilan une FSH-LH normale avec des oestrogènes aussi normaux. En général, enfin, c'est rare d'avoir effectivement FSH A7, LH A5 et estradiol à 60-70, mais on aura souvent une petite dissociation entre la FSH. Tu peux avoir je dis caricaturalement parce que les bilans, encore une fois, parfois nous posent problème, mais un hypo profond complet, FSH LH plus ou moins effondré, c'est-à-dire inférieur à 1, et un estradiol inférieur à 40 picogrammes par ml. Ça, c'est facile. Les situations où c'est partiel, on va dire globalement une FSH aux alentours de entre 4 et 6, 4,5 par exemple, une ELH qui est souvent un peu plus basse, 1,52, et un estradiol qui va être aux alentours de entre 50 et 60, quoi. D'accord. D'accord ? Est-ce que vous pouvez repréciser le traitement hormonal substitutif? Oui, alors Geneviève Pluburon en parlera dans le cas. C'est aujourd'hui qu'elle parle, hein, Geneviève, non? Ah, elle fait. Bah oui, donc dans ménopause, elle va en parler. C'est le même que pour la ménopause, du coup? Oui, globalement. Donc en fait, on va donner soit une voie orale, et dans ces cas-là, vous avez. Donc il faut que ce soit un traitement combiné, donc qui associe de l'estradiol à de la progestérone. Ensuite, vous allez demander à la patiente si elle veut des cycles, parce que votre schéma d'administration va varier en fonction de si elle veut des cycles ou pas. Donc, si elle veut pas de règles, parce qu'il y a des patients qui vont vous dire « moi, j'ai pas du tout envie, je veux bien être substituée, mais j'ai pas envie d'avoir de règles », dans ces cas-là, il faut leur donner ce qu'on appelle un schéma non séquentiel, en fait, c'est-à-dire vous donnez d'emblée l'estradiol et la progestérone. Si elles veulent des règles, il faut donner un schéma séquentiel, on remime le cycle. Donc, dans ces cas-là, on donne une première phase avec de l'estradiol pendant les 16 premiers jours et ensuite de la progestérone en deuxième partie de cycle. Pour vous donner un exemple, je n'ai pas d'action ni dans un ou l'autre des labos, mais vous pouvez donner une voie orale avant 35-40 ans parce qu'on sait qu'après la voie orale de l'estradiol va augmenter le risque vasculaire. Mais donc avant 40 ans, vous pouvez donner Geneviève vous dira peut-être 35 parce qu'elle est plus stressée sur le risque vasculaire, mais en même temps c'est vraiment sa spécialité. Vous pouvez donner par exemple du climaston 2,10 qui contient à la fois 2 mg d'estradiol et puis 10 mg de dihydrogestérone, mais en séquentiel. Si en revanche la patiente a une contre-indication à la voie orale parce qu'elle a une thrombophilie biologique, qu'elle a fait une thrombose veineuse profonde, voilà, qu'elle a des migraines avec aura, il y a des situations dans lesquelles vous n'aurez pas le droit de donner l'estradiol par voie orale, même si c'est pas de l'éthénylestradiol, comme dans la pilule. C'est là où je perds un peu les étudiants souvent. Non, j'ai perdu personne. Et dans ces cas-là, il faudra donner une voie percutanée, soit par patch, soit par gel. Et globalement, du coup, il faut donner l'équivalent d'1,5 mg de gel. Donc, ça peut être 3 pressions d'Estreva, 2 pressions d'estrodose. En fait, ce qui va être compliqué, il faut connaître les équivalences parce que quand vous faites un pchit en fonction du type de gel, vous n'allez pas délivrer la même dose. Donc ça, si par exemple la patiente vous appelle en disant l'Estreva est en rupture de stock, est-ce qu'on peut donner, le pharmacien a dit est-ce que je peux prendre de l'estrodose, il faudra bien que vous sachiez que ce n'est pas les mêmes équivalents de pchit. Donc une pression, 3 pressions d'Estreva égale 2 pressions d'estrodose. Il suffit de regarder dans le Vidal combien ça délivre. Pour les patchs, c'est pareil, vous avez des patchs qu'on va donner 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, il ne faut pas se gourer parce que sinon vous allez surdoser la patiente ou la sous-doser. Et il y a des doses, donc 25 microgrammes, 50. Vous êtes très familiarisé avec les patchs, soit en pré-traitement, soit quand vous faites des dons, j'imagine. Enfin, si je dis pas de bêtises, Chloé. Des transferts d'embryons congelés, voilà. Et du coup, vous allez donner, vous, de cette fois-ci, des très grosses doses qui sont supra-physiologiques, mais parce que vous êtes dans ce contexte-là. Mais nous, en substitution, on va donner des doses inférieures.
Et vous leur donnez la pilule, non, aussi parfois On peut donner la pilule. comme Alors, si les patientes ont vraiment un hypogonadisme hypogonadotrope fluctuant et qu'elles ne souhaitent absolument pas être enceintes, comme les IOP, hein, c'est pareil. Dans ces cas-là, on peut leur donner la pilule. Ça, pour l'os, ça redonne quand même, voilà, ça protège. Oui, c'est une bonne question. Merci. Moi, je voulais juste savoir, pour le test au progestatif, oui. Est-ce qu'on peut le faire avec le nomégestrol? Et si oui, est-ce que c'est plus efficace avec la dihydrogestérone ou pas? Alors, il n'y a aucune étude qui a comparé. Maintenant, effectivement, si la dihydrogestérone ou la progestérone naturelle n'ont pas suffi et que si elle a un estradiol à 5 picogrammes, vous pourrez lui donner ce que vous voulez, vous n'arriverez jamais à induire des cycles. Mais si vous avez justement un taux d'estradiol, vous dites, tiens, il est à 40-50, je pense qu'on va peut-être... Dans ces cas-là, vous pouvez donner un progestatif de synthèse. J'ai pas de préférence, nomégestrol, chlormadinone, donc c'est luténil ou lutéran. Encore une fois, les recommandations sont effectivement de faire une IRM cérébrale après 1 an d'utilisation. Si vous le donnez sur 2-3 cycles 10 jours, il n'y a aucun risque de faire pousser un méningiome, surtout chez des femmes jeunes. Hein. Donc, Par contre, une dernière question, j'ai pas très bien compris en fait le mécanisme avec le CFA et l'AMH qui pouvait être bas sans toutefois qu'on ait une anomalie de la réserve ovarienne. Ah oui, pourquoi? Parce qu'en fait, ces patientes, donc elles ont vraiment des ovaires au repos, et donc il n'y a pas, si elles ont une FSH, mais c'était dans des hypo très sévères, il n'y a pas de croissance folliculaire et le stock est vraiment au repos du fait que, en fait, leur axe n'étant pas fonctionnel, tout s'est mis au repos. Et dès qu'on restimule l'axe, et qu'il y a une pulsatilité, tout repart en fait. Donc c'est pas qu'elles n'ont pas de follicules dans leurs ovaires, c'est qu'on les voit pas parce qu'ils sont pas passés au stade suffisamment gros pour pouvoir être vus à l'écho. Mais elles ont un stock de follicules tout à fait rassurant. Je vous dis, sauf dans les situations très très rares, et on ne va pas vous commencer à s'embrouiller, où il y a une cause centrale et périphérique, c'est rare. Ça vous paraît bien? On est pile dans le timing pour du coup attaquer le deuxième cours.